Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Dans l'émission précédente, nous avons assisté à la naissance de la monarchie égyptienne émergente dans la ville de Memphis. Le plan politique et économique de la monarchie memphite reprend le modèle étatique de Nagada, mais elle se spécialise et s'articule autour de la figure royale, autour de laquelle s'organise une vie de cour, comme on l'a vu, rassemblant les élites politiques au sein du palais. L'administration royale est chargée de la gestion des domaines agricoles royaux répartis aux multiples points du royaume. La monarchie memphite contrôle des territoires plus vastes que ceux de la monarchie nagadienne. Memphis est capable de mobiliser les ressources d'un vaste royaume englobant la Haute et la Basse Égypte et se montre suffisamment forte pour conduire des opérations militaires sur ses marges. Le royaume égyptien se révèle être un carrefour géostratégique pourvu de nombreuses ressources naturelles qui a la chance de ne pas être défié par une puissance politique rivale. La partie nord du couloir nilotique joue le rôle d'incubateur pour un État qui ne cesse de raffiner son appareil politico-administratif de manière à intégrer des portions de plus en plus larges des élites égyptiennes sans avoir à s'inquiéter de potentiels rivaux. Mais dans la deuxième partie du troisième millénaire, la monarchie memphite s'engourdit et s'affaisse peu à peu sur elle-même. Privée de dynamique, rongée par des dissensions internes, elle ne suscite plus l'appétit des puissantes familles du sud du royaume qui en profitent pour affirmer, souvenez-vous, leur indépendance. Le double pays se fragmente et les anciennes rivalités que l'on pensait oubliées ressurgissent. La Haute et la Basse Égypte s'affrontent à nouveau dans une concurrence féroce entre les grandes villes. La disparition de la monarchie memphite laisse donc un vide sidéral dans le paysage politique égyptien. Décontenancées, les grandes cités se replient alors sur elles-mêmes. Les rivalités anciennes réapparaissent et le pays est à nouveau scindé en deux grandes parties. Les auteurs antiques dont les écrits vont inspirer ceux des historiens modernes décrivent cette période comme une ère de chaos, de famine, de violence et de meurtre. On foule la justice et la rectitude aux pieds, la malveillance et l'avarice sont reines. On tue même pour se nourrir. La mort devient une compagne de vie à tel point qu'on ne s'épuise plus à porter le deuil, parce que les défunts se comptent maintenant par milliers. Les poètes se lamentent, tandis que les devins, eux, croient encore en des jours meilleurs. Devant tant de malheurs, de nombreux sceptiques doutent de l'existence d'un autre monde. On médite alors sur la vanité de la vie et on délaisse complètement les arts. L'ancien royaume égyptien n'est plus qu'arbitraire et insécurité. C'est le règne des ténèbres. Or, les historiens d'aujourd'hui, qui ont longuement interrogé les sources écrites de l'époque, et les données archéologiques bien sûr, savent qu'il n'en est rien en réalité. Contrairement à ce qu'on a pu écrire, les successeurs ou les auteurs grecs, évidemment, cette période qu'on a appelée la première période intermédiaire n'est pas une période de décadence caractérisée par une soi-disant crise des institutions et des valeurs morales. Au contraire même, elle est marquée par une extraordinaire vitalité sociale, économique et culturelle et prolonge à sa manière les acquis du milieu du troisième millénaire. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une période de rupture, mais d'une période de transition entre deux États bien différents de la société égyptienne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose donc d'explorer cette époque dite troublée et de démêler le vrai du faux. On va voir quels sont les changements qui peuvent être observés au niveau social comme au niveau culturel. Nous allons assister aussi à l'affrontement sans merci que se livrent le Nord et le Sud pour le contrôle du territoire égyptien et qui finalement aura le dernier mot et imposera sa domination sur le royaume divisé. La propagation de l'écriture permet d'appréhender la vie quotidienne et les croyances funéraires des Égyptiens de conditions modestes. On voit apparaître des valeurs inédites qui se démarquent de celles prônées au sein de l'ancienne cour memphite. L'écrit donne la parole à ceux qui jusqu'ici en étaient privés, les paysans, les artisans, les commerçants et les petits notables. L'effondrement de la monarchie déstabilise la société égyptienne. La ville devient le principal théâtre de la vie politique. Désormais, les individus vivent et font carrière, non plus à la cour, mais dans leur cité natale. C'est au sein de sa propre ville qu'un homme acquiert son statut politique. Il se montre sous les traits du bienfaiteur de sa communauté et se déclare comme étant une personne loyale à sa cité.
Le notable n'est plus le haut dignitaire de l'État qui a les faveurs du pharaon et accumule les charges prestigieuses et les récompenses. Il est celui qui se montre capable de maintenir l'ordre dans sa localité et de nourrir la population en cas de famine. Deux appellations particulières font d'ailleurs leur apparition dans les sources écrites, l'homme de la ville, qui désigne le citoyen en général, et le vivant de la ville, qui renvoie aux membres de la milice urbaine, chargés de maintenir l'ordre public et de la protection des intérêts de la ville contre les appétits de ses voisines. La monarchie pharaonique n'existe plus. Désormais, ce sont les grandes familles, qu'elles soient du nord ou du sud, qui s'affrontent pour le contrôle du pays. Afin de gagner les faveurs et le soutien de la population, chacune d'elles accorde une importance considérable à son image et à sa réputation auprès de ses concitoyens. Elle leur vient en aide en toutes circonstances, manifeste publiquement leur piété envers les divinités locales. Les membres des familles dominantes organisent le travail des agriculteurs et des éleveurs, stockent les denrées alimentaires et les redistribuent à la population. Ils fortifient la ville pour la mettre à l'abri des attaques des villes voisines ou des populations nomades du désert. Ils réalisent de grands travaux dans la ville et dans le temple et mettent fin aux corvées. Les familles les plus puissantes parviennent à regrouper plusieurs villes même sous leur contrôle. Elles fondent ainsi une lignée, une maison qui porte leur nom. Durant cette période de transition, deux grandes lignées provinciales se détachent et s'affrontent, la maison de Kéti, issue de la ville d'Héracléopolis, et la maison d'Antef, qui règne sur la ville de Thèbes. Pour asseoir leur autorité sur les villes et les habitants, les notables locaux s'appuient alors sur le clergé des divinités de la ville. Ils affirment agir sur l'ordre du dieu local et restaurent les temples et présentent des offrandes en leur propre nom, ce qui jusque-là étaient des prérogatives royales. Chaque famille de notables s'attache à peser sur cette institution municipale afin de bénéficier un peu du prestige du dieu de la ville auquel la population s'adresse pour demander l'aide et la protection.